Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette sixième partie dans notre chapitre de la gestion des jeux de données déséquilibrés en machine learning. Donc c'est la dernière partie, la partie un peu surprise, où on va passer en revue quelques projets concrets pour voir comment on met en application tout ce qu'on a pu voir lors des vidéos précédentes. Puisque pour rappel, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait, je le rappelle rapidement, donc démarré par établir un peu les fondations, introduire le vocabulaire. Ensuite, on a vu toute une partie sur l'évaluation, quelles métriques choisir, lesquelles à éviter. Euh, et on avait fait un petit peu le tour du propriétaire de tout ça. Dans une troisième partie, on avait abordé toutes les techniques d'échantillonnage, hein, de suréchantillonnage et de sous-échantillonnage qu'on avait à notre disposition. Ensuite, nous avons abordé des algorithmes sensibles au coût ou comment les rendre sensibles au coût. Et enfin, lors de la session précédente, nous avons abordé des algorithmes avancés pour traiter les jeux de données déséquilibrés. Et donc, aujourd'hui, on va mettre tout ça en application dans le cadre de projets. Donc, on a en tout donc 5 projets. On va démarrer par un peu poser les bases et le framework qu'on va finalement utiliser à chaque fois. Et ensuite, on passera en revue des exemples pour voir concrètement comment ça fonctionne. Alors, le framework, c'est de base. Donc, en machine learning, on aime bien les choses qui marchent dans la plupart des cas. Donc, si vous êtes limité en termes de ressources, commencez par une forêt aléatoire et comme algorithme d'échantillonnage, le SMOT. C'est ce qui marche dans la plupart des cas. Et bien évidemment, commencez par étudier la littérature, l'état de l'art, pour voir s'il y a dans le type de problème que vous abordez, il y a eu d'autres travaux qui ont été menés avec un certain type d'approche. Ça donnera toujours des idées, des intuitions pour la suite. Et ensuite, le chemin à suivre, c'est simplement de tester de manière empirique un ensemble d'algorithmes de machine learning pour voir ce qui marche mieux et essayer de se frayer un chemin dans cette jungle d'algorithmes. Et puis ensuite, une fois que vous avez identifié un algorithme ou une famille d'algorithmes qui fonctionnent bien, essayez de creuser vraiment là-dedans. Donc le framework qu'on va utiliser à chaque fois, donc il ressemble bien évidemment au framework qu'on a en machine learning, à sélectionner une et une seule métrique. Et ça va vraiment être notre boussole pour avancer. Ensuite, une première passe où on va spot checker, donc on va faire un premier aperçu rapide de quelques gros algorithmes. Ensuite, on va prendre les versions euh, adaptées au jeu déséquilibré. Et ensuite, on va essayer d'hypertuner notre modèle. Bien évidemment, un des éléments clés dans cette approche, c'est de mettre en place une structure d'évaluation, une méthode d'évaluation qui soit robuste, qu'on va pouvoir utiliser à chaque fois pour vraiment être sûr qu'on compare toujours la même chose. Donc, première partie, on sélectionne la métrique. Donc, c'est vraiment une des étapes les plus importantes, souvent sous-estimée. Ça peut être compliqué si les décideurs ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, hein. Dans ce cas-là, partez sur quelque chose à base de probabilité, sur le Brier score, lire sur la courbe de PR, voire de la courbe ROC. Et ensuite, en fonction donc, de votre cas, vous pouvez partir effectivement sur la prédiction directement de label. L'accuracy, donc si effectivement la classe positive et négative sont importantes à la même échelle, pourquoi pas. Et si bien, il n'y a pas un déséquilibre trop fort, c'est-à-dire si la classe majoritaire représente moins de 80%, pourquoi pas l'accuracy. Après, si les données sont biaisées, on va avoir le G-min ou des variations du F-score. Et donc typiquement, si c'est les faux négatifs qui sont le plus coûteux, on va privilégier le F2 score. Et si c'est les faux positifs qui sont le plus coûteux, on va partir sur un F0,5 score. Voilà, donc c'est résumé grosso modo donc, sur ce schéma. Dans le cas où on veut prédire donc, des labels directement, première question qu'on se pose, c'est est-ce que les classes sont importantes de la même manière? Si elles le sont, donc, hop, on part à gauche. Si elles le sont et qu'on a moins de 80% de classe majoritaire, on peut partir sur accuracy. Si elles ne sont pas équivalentes, si ce n'est pas importante, elles ne sont pas la même importance, pardon, on va partir sur le G-min.
si la classe positive est beaucoup plus importante, là, donc en fonction du coup, des faux positifs ou des faux négatifs, on va prendre le F-score et une de ces variations, hein, le F1 score si c'est équivalent, le F0,5 sinon, ou le F2. Voilà. Dans le cas où on va prédire des probabilités, soit on a besoin donc de probabilité, donc on va conserver le barrier score, soit on a besoin de label à la fin, et donc là on va privilégier donc soit une unir sur la courbe, soit la courbe PR, soit la courbe ROC. Bien évidemment, si la classe positive est plus importante, on va privilégier la courbe PR. La courbe ROC, on le rappelle, hein, c'est à privilégier quand les deux classes sont relativement similaires. Et je me rends compte que le graphique ne s'est pas du tout affiché. Bon, bah, je vous le mets là. J'ai parlé dans le vent. Il est là. Voilà, faites une capture d'écran et on continue. Du coup, maintenant on va essayer de rapidement montrer la méthodologie du spot check. L'idée donc c'est d'évaluer rapidement différents algorithmes avec le minimum de paramètres, hein. Le but c'est d'itérer rapidement. Bien évidemment, on va mettre en place notre système d'évaluation, un système d'évaluation robuste, et on va simplement, une fois qu'on l'a mis en place, on va simplement changer les modèles qu'on fait passer dedans. Donc bien évidemment donc une k-fold de cross-validation, idéalement avec 10 folds, stratifié. Et ensuite, on va avoir 4 niveaux d'algorithmes. On va commencer par des algorithmes naïfs, parce que le plus simple à tester, des algorithmes linéaires aussi. Et puis en fait, on va un peu complexifier en testant ensuite les algorithmes non linéaires et enfin les algorithmes d'ensemble. Les algorithmes naïfs, donc c'est vraiment le but, c'est de poser une baseline, une référence, et de rapidement voir qu'est-ce qu'on a, et ensuite par la suite de voir les algorithmes qu'on va tester, dans quelle mesure ils sont meilleurs que ces algorithmes extrêmement basiques. De base, le plus simple, c'est de prendre l'algorithme qui va toujours prédire la classe majoritaire. Mais après, donc, en fonction de la distribution de vos données, vous pouvez bien évidemment varier, enfin, distribution et de la métrique. Vous avez l'accuracy, le F-score. Voilà, voilà. Là, il y a quelques suggestions. Par exemple, si vous partez sur le F-score, une bonne baseline, c'est de toujours prédire la classe minoritaire, etc. Une fois qu'on a notre baseline, on part sur des algorithmes linéaires. Donc les algorithmes linéaires, ils font de grosses hypothèses sur les données, souvent rapides à entraîner, peuvent avoir de bonnes performances. Et donc par défaut, on va prendre donc la régression logistique, le LDA ou Naive Bayes. Ensuite, les algorithmes non linéaires, donc là, l'intérêt c'est qu'ils sont très différents de ceux qu'on a vu précédemment et qu'ils font très peu d'hypothèses à propos des données. Par contre, il faut plus de données et ils sont un peu plus longs à entraîner. Et donc là, on a l'arbre de décision, les KNN, les réseaux de neurones ou les SVM. Troisième famille, les algorithmes d'ensemble, qui vont justement pouvoir combiner les deux familles qu'on a vues précédemment, donc que ce soit les arbres de décision en sac, je ne sais pas comment on dit packed en français, la random forest, les extractrices ou les algorithmes à base de boosting. Voilà un graphique, hein, qui résume ça. Donc on commence par des algorithmes naïfs, on essaie les algorithmes linéaires, on essaie les algorithmes non linéaires, et enfin les algorithmes d'ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, finalement on arrive déjà à une bonne base, en tout cas dans une direction pour avancer. Ça c'est les algorithmes classiques. Maintenant on va regarder les algorithmes spécialisés, hein, pour les jeux de données déséquilibrés. Donc le principe est le même, hein, tester un large nombre de techniques différentes pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Et donc là, l'approche, c'est de commencer par les algorithmes d'échantillonnage, puis sensibles au coût, les algorithmes one class, et ensuite les algorithmes, on va tuner la probabilité. Donc pour l'échantillonnage, l'idée, donc ces algorithmes-là, c'est de changer la composition du jeu de données. Il est recommandé de normaliser les données avant. Et ensuite, on va retrouver donc en suréchantillonnage
l'aléatoire, le smote, le borderline smote, le SVM smote, le K-means smote, le Hadassin, etc. On a quand même vu que les trois les plus utilisés, c'était le random, le smote et le Hadassin. Déjà, commencer par ces trois-là. Pour le sous-échantillonnage, on a encore toute une ribambelle aléatoire, le CNN, les Tomek Links, le ENN, le NCR et le OSS. Là, pareil, on avait vu que souvent c'était donc soit l'aléatoire, soit le Tomek Links avec le ENN ou le CNR. Voilà, c'est ce qui marquait pareil. J'ai pas vu le. Donc on combinait, hein, c'est le smote plus l'aléatoire, le smote plus le Tomek Links, et enfin le smote plus le ENN. Ensuite, donc, on teste troisième type d'algorithme, hein, les algorithmes sensibles au coût. Donc, je le rappelle, hein, c'est ceux qui vont faire varier le coût d'une erreur en fonction de la classe. On a les algorithmes one class. Donc, ceux-là, ils viennent de la famille de la détection d'anomalies. Donc, on va voir les one class SVM, les isolation forest, minimum covariance determinant et les LOF. Donc, ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil à ces algorithmes-là. Et enfin, donc les algorithmes qui vont nous permettre de calibrer les probabilités euh, avec différentes méthodes, hein, qu'on avait vues simplement. Si on résume tout ça, voilà ce qu'on a. D'abord, on teste des algorithmes pour rééchantillonner les données. Donc sur échantillonnage, sous-échantillonnage et les deux. Ensuite, tester des algorithmes sensibles au coût. Ensuite, tester les algorithmes uniclasse, monoclasse. Et enfin, tester des algorithmes pour venir tuner les probabilités. Une fois qu'on a fait ça, et ben, le but c'est de venir faire de l'hypertuning, donc random search, grid search ou l'optimisation bayésienne en fonction des outils que vous avez. Maintenant qu'on a posé le cadre, hein, le framework, on va pouvoir dérouler avec des exemples concrets. Premier projet, ça va être l'étude sur le cancer du sein. Brest, oui, c'est ça, Brest, c'est la poitrine. Donc, dans ce cas-là, on a la target, c'est est-ce que le patient va survivre d'ici 5 ans ou plus, après donc une opération de la poitrine, du sein. On a 306 échantillons et on a 3 features, l'âge, l'année de l'opération et quelque chose qu'on appelle Positive Auxiliary Nodes, qui est une mesure de la dispersion du cancer. Quand on explore le dataset, donc on obtient donc nos fameux 3 colonnes plus la target, on voit qu'on n'a que des valeurs numériques, que les âges semblent être autour de la trentaine, les opérations entre les années 1958 et 1964, auxiliary nodes, on le verra par la suite, mais on a majoritairement des 0 et des 1, et la target, on a 1 s'il a survécu, 0 sinon. Voilà, donc si on fait rapidement un petit describe sur le data frame et qu'on affiche ça, on voit ici donc les différentes données. Pour l'âge, on voit que le plus jeune a 30 ans, le plus vieux a 83 ans, avec une moyenne à 52 ans, équivalente à la médiane. Pour les opérations, donc on est entre 58 et 69, avec une moyenne à 1962. Et pour les nodes, on voit qu'on est entre donc 0 et 52, mais avec une moyenne à 4 et une médiane à 1. Donc vraiment, principalement que des 0 et des 1. Et ensuite sur la target, on voit que donc on a classe 1 ou 2 avec une classe à une moyenne à 1,2, donc une grosse majorité de 1 dans notre jeu de données. Donc si on affiche ensuite avec la méthode .hist les différents histogrammes, on voit que pour l'âge on a une distribution gaussienne. Pour la classe et la target, on a une distribution qui est du coup pas du tout équivalente. On va avoir quasiment 3 fois plus de 1, donc de gens qui ont survécu. Pour la partie nodes, pareil, on voit une distribution exponentielle avec majoritairement des zéros.
Et pour l'année, on va avoir une distribution relativement uniforme, sauf la première année, en 58, on va avoir beaucoup plus d'opérations. Quand on utilise un petit counter pour regarder un petit peu la répartition, donc on a 73% de 1, 26% de 2, grosso modo. Donc on est bien dans le cas d'un jeu de données déséquilibré. Et maintenant, on va calculer notre baseline. Et nous, ce qu'on veut, c'est une probabilité de survie. Donc on peut calculer donc, le Breyer score qui va nous donner un baseline de base à 0,26. Tout simplement, on n'oublie pas effectivement d'encoder la target pour avoir des valeurs entre 0, enfin pour avoir 0 et 1 comme target, et pas 1 et 2 comme on avait par défaut dans le jeu de données. Et ensuite, donc, on utilise la méthode MakeScorer pour fabriquer le Breyer Skill Score, parce que on va pas utiliser le Breyer Score, on va utiliser le BSS. Donc là, en fait, on décrit une fonction pour calculer ça. Et on crée donc notre métrique qu'on va ensuite envoyer dans notre cross-validation en tant que avec l'attribut scoring. Donc là, on fait une cross-validation avec 10 splits qu'on répète 3 fois, tout simplement. Donc lorsqu'on fait un premier classifieur très basique, donc on prédit tout simplement la probabilité de chaque classe et qu'on évalue ça, on a bien évidemment donc un BSS égale à 0. Donc la référence est notre BSS égale à 0. Rien de surprenant jusque-là. Maintenant, ce qu'on va faire, donc première approche, on teste des modèles basiques. Donc là, on a la régression logistique, le LDA, le QDA, GNB, MNB, GPC. On met tout ça dans une liste et ensuite on les fait passer donc à la moulinette dans notre système d'évaluation et on obtient donc le résultat suivant. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que celui qui a l'air de plus performer, c'est le LDA. MNB, GPC, on ne performe pas beaucoup. Ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on vient simplement rajouter la standardisation pour voir un petit peu si ça améliore les choses. Et on voit clairement que donc le LDA il bouge pas. Le LR il augmente légèrement. Et bon, par contre, le GNB GPC, là, il est bien intéressant, notamment le GPC qui, du coup, prend à la tête de notre classement après la standardisation. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rajouter une transformation en puissance, donc le log. Et là, donc là, il y en a 3 qui sortent du lot. Hein. C'est notamment la régression logistique où on a un score égal à 0,110, qui est légèrement supérieur aux autres. Voilà, donc là, sur ce premier exemple, là, on a testé simplement des algorithmes basiques, linéaires, en essayant d'ajouter de la préparation de données, et la régression linéaire, à cette étape-là, semble outperformer, donc semble être la meilleure option. On s'arrête là et on va passer à un autre projet. Projet de rejet d'huile dans la mer, il me semble. Donc on a 937 cas et on a 48 features qui viennent qui sont dérivées en fait d'images. On n'a pas accès aux images, on a accès directement à ces features. Et le but c'est de détecter, il me semble, des rejets d'huile dans la mer. Donc la target 0 si on n'a pas d'huile, avec une grosse majorité, donc 896, et s'il y a de l'huile, c'est 1, et on n'a que 41 exemplaires, donc ce qui représente, comme on le voit en dessous, un peu plus de 4% des données. Donc gros déséquilibre dans ce cas-là. Quand on regarde la distribution donc, des différentes features, on voit que pas mal de distributions gaussiennes et également pas mal de distributions exponentielles avec un seul bin. Donc ce qu'on fait, donc on commence par définir toujours la même chose, notre baseline. Dans le papier original, donc les auteurs suggèrent d'utiliser la Gmin.
Donc, donc c'est ce qu'on va faire. Euh, et donc on définit notre premier classifieur demi, et on voit bien qu'on a donc quelque chose d'extrêmement mauvais puisqu'on a une moyenne 0,5, donc ce qui correspond à de l'aléatoire. Ensuite, donc, on va définir des premiers modèles. Donc, on va standardiser avant la régression logistique et le LDA. Euh, et on va également tester Naive Bayes. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on observe? On observe que donc, la logistique régression s'en sort le moins bien. Le LDA a l'air de mieux s'en sortir avec un score à 0,741. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est on vient récupérer les versions équilibrées. Donc, on vient à chaque fois rajouter donc, les class weight balanced. Et donc, on fait ça pour la régression logistique. Pourquoi? Écoutez, c'est l'auteur qui l'a décidé ainsi. Mais c'est comme ça. Donc, on va s'y plier. Donc, régression logistique de base. Ensuite, deuxième approche, on normalise avec un min-max. Ensuite, on normalise avec la standardisation. Et enfin, on normalise et on utilise une transformation logarithmique. À chaque fois avec class weight égale balanced. Et on voit comment ça avance. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui est équilibré et transformé avec power. Donc on est à 0,847. Donc c'est le dernier en termes de moyenne. Voilà. Non, c'est balance norm, pardon, je dis des bêtises, 0,852. C'est le second là, qui a l'air, qui est légèrement supérieur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi tester donc, les algorithmes avec l'échantillonnage, pardon. Donc, on commence par le smooth-tin. Le smooth-tin précédé d'une normalisation avec un min-max. Le smooth-tin précédé d'une normalisation avec un standard scaler. Et un smooth-tin avec du min-max et une transformation logarithmique. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est le dernier, donc c'est celui avec le min-max et la transformation power qui s'en sort le mieux avec 0,873. Donc a priori, on partirait là-dessus. Voilà, donc a priori, à la fin, là, après notre rapide exploration, on partirait sur ce smooth-tin. C'était le deuxième projet. Troisième projet, donc on passe assez rapidement, hein. Le but, c'est pas de creuser l'exploration, c'est vraiment de montrer vraiment la démarche et l'approche en utilisant les algorithmes qu'on a vus précédemment. Donc dans ce jeu de données, le but c'est de déterminer si des clients d'une banque vont recevoir ou pas un prêt. On a mis l'échantillon, 20 variables, 7 numériques, 13 catégorielles. La sortie c'est 30% de mauvais clients et 77% de bons clients. Donc le but c'est effectivement de donner un prêt aux bons clients. On a une matrice de coûts qui est fournie par le décideur, avec un coût qui est 5 pour les faux négatifs et 1 pour les faux positifs. Donc il est beaucoup plus grave de se tromper, c'est-à-dire de dire qu'un client est un mauvais client, est un bon client, parce que mauvais client c'est positif. Non, c'est oui, la classe minoritaire c'est mauvais client. Donc la classe négative c'est un bon client. Donc ça coûte plus cher de dire que c'est un bon client et on se trompe, donc c'est un faux négatif, donc 5. Pas voilà, une petite gymnastique intellectuelle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on commence à faire? Rapidement, on calcule, enfin, on met en place notre processus d'évaluation avec, qu'est-ce qu'on a ici? On sélectionne donc nos colonnes catégorielles qu'on vient encoder avec un one-hot. Les autres, on les laisse telles quelles et on vient ensuite utiliser label encoder sur la target, tout simplement. On va utiliser donc le F2 score dans notre cas, donc on crée notre
métrique ici. Première baseline, donc on prend un demi-classifier avec une classification constante, donc on va toujours prédire que c'est un mauvais client, donc 1. Et avec ça, on a un F2 à 0,682. On va commencer toujours la même histoire hein, par tester des modèles LR, ALDA, NB, GPC et un SVM. On teste ça pour avoir un premier aperçu. Avant ça, donc on met en place notre pipeline hein, pour distinguer d'un traitement sur les classes numériques et les classes catégorielles. Donc sur les classes catégorielles, on fait du one hot. Sur les classes numériques, on va faire un min-max. Et sur la target, on va faire un label encoder. Notre pipeline est en place. On peut le tester. Et voici donc les résultats. La baseline était à 682, 0,682. Et bien on voit que en moyenne personne ne l'a. Donc voilà, peut-être que la frontière est compliquée, mais là clairement nos modèles ne sont pas bons du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'undersampling, du sous-échantillonnage avec le Tomek Links, le NN, le RENN, l'OSS et le NCR pour voir si on arrive à améliorer nos résultats. Là, il y a un modèle qui dépasse la baseline, parce qu'on avait 682, hein, c'est ça, 682. Donc le NCR est à 693, donc il est mieux. Les autres, on a quand même mieux que on a 3 techniques sur 5 qui sont améliorées, mais il resterait encore des choses à faire. Donc là, voilà, à ce stade-là, le RENN gagne. Oui, pardon, non, pardon, c'est qu'il y en a 3 qui dépassent la baseline. Oui, c'est le ENN, RENN, NCR. Puisqu'on a 706, 714 et 693. Donc le RENN là est bien supérieur. Voilà, alors, rapidement encore pour ce projet. Autre projet, la microcalcification. Donc c'est détecter des choses sur les mammographies pour des cancers du sein. Dans les données qu'on a, on a un gros déséquilibre. On a 98% de données où il n'y en a pas, donc il n'y a pas de cancer. 29 features qu'on réduit à 18 puis à 6, donc c'est la démarche qui a été faite dans le papier, hein, en fonction de la zone géographique, du niveau de gris des images, des radios, une force de gradient, d'un contraste et d'une autre feature basée sur des formes. On se base sur l'air sous la courbe AUC et le but c'est de minimiser les FPR. Ce qu'ils ont obtenu dans le papier en utilisant donc un classifieur Naive Bay, ils ont eu donc un ROC AUC à 0,936 en moyenne. Le but c'est de faire mieux que ça. Donc on regarde les données, bon, c'est très peu compréhensible. Donc les 6 premières features, c'est ce qu'on vient de décrire, et la dernière colonne, c'est une target. On regarde le déséquilibre, hein, donc on a 2,3% de classe 1, 97,6% de classe -1, donc vraiment très gros déséquilibre. Au niveau de la distribution des features, bon déjà des échelles très différentes et principalement des distributions exponentielles avec un seul bin. Au niveau des distributions donc entre les différentes features, on voit que ça diffère, donc ce qui nous laisse présager qu'on va pouvoir séparer, discriminer la target avec les features, grâce aux features. Donc on évalue comme d'habitude notre baseline. Donc notre baseline ici évalue le modèle, donc c'est rien de nouveau là-dessus. On prend un demi-classifier avec stratégie donc stratifiée et on obtient donc une sur la courbe à 0,503, ce qui est extrêmement mauvais puisque très proche d'un pile ou face. Hein. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tester quelques algorithmes de base, hein, la régression logistique, SVC, ou pardon, Bagging Classifier, une Random Forest et un Gradient Boosting. On voit donc qu'ils sont bien mieux que la baseline. Hein. Ils sont tous au-dessus de 0,88.
Random Forest est même à 0,95, donc mieux que le papier. À savoir qu'effectivement, on n'a pas scalé les données, donc forcément ça a des avantages, notamment le LR et le SVM. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient du coup ajouter des algorithmes sensibles au coût, donc la régression logistique, weight balanced, le SVM, weight balanced, et on laisse la random forest avec 1000 estimators. On vient ajouter quand même une transformation de puissance, donc logarithmique par défaut. Et au niveau des résultats, donc on a l'ARF qui est toujours très bonne, la SVM qui est quand même passée au-dessus à 0,957 et la LR aussi qui a un score très intéressant. Donc tous ces trois modèles sont bien mieux que ce qu'on avait dans le papier, mais là clairement c'est le SVM qui surpasse les résultats. Donc la conclusion c'est qu'on va basculer sur ce problème, enfin on va se concentrer sur le SVM pour la suite. Le dernier projet, il me semble, projet de phonème. Donc le but c'est d'améliorer, ça faisait partie d'un programme européen, améliorer les systèmes de reconnaissance de texte avec en prédisant si une voyelle est nasale ou orale. Donc on a des figures qui sont extraites de son et la target c'est nasale ou orale. Je suis incapable de vous dire à quoi correspondent ces features. Je peux simplement vous dire que la target c'est 0 ou c'est 1 et qu'on a quand même un gros déséquilibre, hein. On a 29% de 1, 70% de 0. Donc en tout cas les distributions, principalement distribution gaussienne. Donc on va pouvoir le mettre à l'échelle, peut-être même faire des transformations. Là on a la même observation qu'au projet précédent, donc on a des distributions assez différentes selon les features. Donc on espère qu'on va pouvoir discriminer efficacement notre problème. On met en place notre baseline, donc on prend la Gmin, le demi-classifier qu'on évalue et on voit que le demi-classifier il a une Gmin à 0,509, donc très mauvais. Et on va du coup rapidement tester d'autres algorithmes, LR, SVM, BAG, RF et ET. On voit clairement que les algorithmes à base d'arbres sont bien plus performants. On voit qu'ils sont stables aussi, puisqu'on voit que les moussages sont très petites. Et donc là, le meilleur qu'on ait, c'est les extractrices qui ont un Gemin à 0,896. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc, des algorithmes de suréchantillonnage, hein, aléatoire, SMOD, borderline SMOD, SVM SMOD et Adacine. On vient également faire un min-max avant, pour les normaliser un petit peu, et on évalue ça. Et donc là, on a une légère amélioration, sauf pour la partie aléatoire. Mais on voit que clairement ici c'est Adacine avec un score à 0,910 qui vient outperformer. Donc là, dans ce problème, dans cette configuration, on va se concentrer maintenant sur Adacine. Donc ça conclut cette série d'épisodes sur les jeux de données déséquilibrés. Donc on vient de voir différents projets pour mettre en application et vraiment, le plus important en fait c'est le framework à mettre en place, hein, il n'y a vraiment pas de mystère. Pour aller plus loin, il y a 3 ressources, 3 livres: Learning from Imbalanced Datasets, Imbalanced Learning Foundation, Algorithm and Applications, et l'API de la bibliothèque ImbLearn qu'on a beaucoup abordé dans ces séries de vidéos. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant là, si on essaie de prendre du recul et de faire un bilan? Bon, déjà, on a vu que c'était pas forcément évident et intuitif de s'attaquer à des jeux de données déséquilibrés et que si on y va comme si c'est un problème normal, eh ben, on va vite être confronté à pas mal de soucis. Donc on a vu comment choisir une métrique appropriée, comment stratifier et mettre un processus de consolidation de manière efficace, voir les algorithmes d'échantillonnage comme le SMOT, voir des algorithmes sensibles au coût, tuner le seuil de probabilité
pour améliorer notre étude, utiliser des algorithmes de la détection d'anomalies, enfin de la famille de la détection d'anomalies, et bien sûr, toujours mettre en place un framework pour pouvoir dérouler rapidement et tester un maximum de combinaisons possibles pour savoir ce qui fonctionne le mieux en fonction de nos données. Voilà, donc ça, sacré programme. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. On verra dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra, on fera un résumé en 5 minutes. Enfin, on essaiera de le faire en 5 minutes. Faire un résumé sur tout ce qu'on a vu. Et voilà. Et bien sur ce, j'espère que vous avez appris des choses, que ce framework, maintenant, vous allez pouvoir le réappliquer à vos projets. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. À vous. À bientôt.